Bienvenue à tous. Je suis Marie-Claire Tekin, chef du projet du Disrupt Campus de l'Université de Lyon. Donc, pour resituer rapidement, le Disrupt Campus est un projet lancé dans le cadre du programme des investissements d'avenir en 2017. Les Disrupt Campus ont volonté de former à la nouvelle économie du numérique, aux nouveaux modes d'innovation et modèles économiques, en mettant en relation des étudiants et des organisations. Donc, l'Université de Lyon a développé un programme de formation intitulé le Diplôme d'Université Transformation Numérique et un cycle de conférences en partenariat avec la métropole de Lyon. Donc, cette conférence organisée par ma collègue Juliette Lambert, que je remercie, est la 28e conférence. Je remercie nos invités d'avoir accepté de participer. Donc Jean, tu feras les présentations. Donc messieurs Laurent Legendard, Jean-Christophe Turbat et Bertrand Pellet. Je remercie également Jean Ocala, alumni du diplôme d'Université Transformation Numérique promo numéro 2, un ancien, et consultant transformation du numérique en santé, qui va mener cette table ronde. Jean, je te laisse la parole. Merci. Merci Marie-Claire. J'essaie de parler au micro. Merci Marie-Claire. Merci aussi pour ta confiance et la confiance du District Campus. Je suis honoré de modérer cette conférence. Et je voudrais, quand nous avons parlé de ça avec cette conférence avec Marie-Claire il y a quelques mois, on se disait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du numérique sans la santé. Et on ne parlera pas de santé sans le numérique, plus que jamais. Surtout à la phase que nous sommes actuellement. C'est pour ça que quand Marie-Claire est revenue à moi en disant que si ton idée de conférence tient toujours, nous sommes preneurs, j'ai dit, chiche, on y va, et puis on a essayé d'organiser ça assez rapidement. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous remercier, les intervenants, d'avoir été très réactifs pour nous aider à animer cette conférence sur le numérique en santé, la e-santé, la stratégie du virage numérique, du national à la déclinaison locale. Donc je voudrais vraiment... l'objectif de cette conférence, c'est d'abord l'information, l'échange sur les stratégies du virage du numérique dans notre système de santé aujourd'hui. On se disait qu'il y a ceux qui suivent un peu le dossier de la e-santé en France. Il y a 3 ans, il y avait eu les travaux qui avaient eu lieu pour faire un peu un état de lieu où était le numérique en santé. Ceux à qui on avait demandé cet état de lieu, cette évaluation, étaient revenus, excusez-moi le mot, de dire que c'était le bazar. C'est le grand architecte de la e-santé, M. Dominique Ponce, que certains connaissent, qui a ce mot et qui le dit souvent que avant, c'était le bazar. Et comme il a dit à tout le monde que c'était le bazar au ministère, on lui a dit, comme c'est le bazar, on va maintenant vous donner la charge d'organiser le numérique en santé aujourd'hui en France. Donc, 2 ans après, était établie la première feuille de route du virage numérique en santé. Donc, c'est pour ça que l'année prochaine va commencer la phase, qu'on va dire, le passage à l'échelle. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous. Et surtout, vous qui êtes certains pas des professionnels de la santé, ou même pas du numérique, mais certains étudiants du numérique. Et c'est pour intervenir avec nous, il y a M. Laurent Legendard, qui est directeur de la stratégie et des parcours à l'agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, monsieur Legendard, d'avoir accepté vraiment notre invitation. Monsieur Jean-Christophe Turbat, qui est responsable du développement territorial à l'Agence du numérique en santé. Merci aussi à vous, monsieur Turbat, d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, monsieur Bertrand Pellet, directeur du groupement de coopération sanitaire des systèmes d'information santé en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est GCS-SARA, que certains disent que c'est l'organe de la e-santé de notre région. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Cette conférence se déroula en 3 parties, 3 grandes parties. La partie cadrage qu'on est en train de faire, on va passer très vite, mais surtout les 3 interventions. L'intervention de M. Jean-Christophe Turbat sur la stratégie nationale du virage du numérique en santé.
la déclinaison régionale avec M. Laurent Légendard de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Et la troisième intervention sera sur le numérique et ses usages en région, sur les aspects vraiment concrets de ce qui se fait aujourd'hui et c'est ce qui appelle à se faire, avec M. Bertrand Pellet qui est directeur du groupement de coopération sanitaire SARA. Et la deuxième partie, ce sera une table ronde. On a choisi quelques thèmes parce qu'en une heure et demie, on ne pouvait pas tout parler. Ça va être sur le Ségur du numérique. Et donc, nous dirons ce que c'est que le Ségur du numérique d'abord et quels sont ses enjeux, ses défis. La formation, la recherche, parce que nous sommes ici à l'université. On va parler de formation, peut-être pas la formation universitaire, mais on verra quelles sont les articulations qu'on peut avoir de la recherche et de l'innovation, bien sûr avec nos 3 intervenants. Et on terminera avec les questions de la salle et aussi ceux qui sont avec nous en ligne pour pouvoir échanger avec nos intervenants et avec vous sur la e-santé, le virage du numérique en santé aujourd'hui en France. Voilà donc le programme qui est planté. On va continuer quand même cette petite introduction par une petite vidéo qu'on a voulu vous montrer avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci. Merci à vous. Le numérique est partout. Il irrigue notre société et propose chaque jour de nouveaux usages. La santé bénéficie déjà de cette évolution, mais pour en saisir toutes les opportunités, notre système de santé doit aujourd'hui accélérer son virage numérique. En fait, c'est un peu comme repenser une ville et réorganiser sa gouvernance pour la propulser vers l'avenir. Avant tout, il faut s'appuyer sur des fondations solides. C'est le rôle des pouvoirs publics de les consolider, mais aussi les moderniser, de simplifier leurs règles en garantissant leur éthique, leur sécurité et leur cohérence, indispensables au bon développement de la cité. Se dessine alors la nouvelle trajectoire, soumise aux avis de tous, qui s'ajuste en permanence. Et puis, il faut redonner du sens à l'organisation de la ville, la connecter aux nouvelles attentes des professionnels et des citoyens. La ville s'enrichit alors, elle évolue et offre de plus en plus de services à ses usagers. Des quartiers entiers sortent de terre. Celui du bouquet de services en est un des principaux. Ici, éditeurs de logiciels et start-up de la e-santé développent leur activité et libèrent leur créativité pour proposer à tous les professionnels de santé d'accéder à de nouveaux services leur permettant d'échanger avec fluidité, de se coordonner et d'exercer en toute confiance. Ils permettent par exemple le maintien à domicile des personnes en début de dépendance. Pour que la cité soit harmonieuse, il lui faut aussi ses maisons individuelles, familiales et modernes. Dans ce quartier vivant et stimulant, chaque citoyen dispose de son propre espace numérique de santé. Il y trouve ses données et de multiples services associés pour prévenir, soigner, guérir. Il devient réellement acteur de sa santé. Il contribue également en toute sécurité au progrès de la santé, à l'émergence quotidienne de nouveaux savoirs, de nouveaux usages que l'intelligence artificielle et le traitement prédictif des données laissent entrevoir. Pour co-construire cette cité participative sous l'impulsion des pouvoirs publics, tous les acteurs de la e-santé s'activent. Chacun prend sa part, apporte son expérience, sa technologie, son sens de l'innovation. Ensemble, accélérons le virage numérique de notre système de santé. Le virage numérique de notre système de santé. Merci. Voilà. Comme autre mot, on a souhaité quand même, parce que Marie-Claire m'avait demandé dans notre première échange, qu'est-ce que c'était que la e-santé. On a voulu quand même remettre c'est la seule fois qu'on va répondre à une question aujourd'hui. On va laisser nos intervenants faire tout le reste. On a pris une définition un peu de l'Organisation mondiale de la santé. La e-santé se définit comme le service du numérique au service du bien-être de la personne. Elle se définit également comme l'ensemble des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. On ne va pas vous commenter ce schéma, mais vous pourrez avoir tous les documents et aller sur les sites pour comprendre tout ça. Mais nos intervenants vont vous en dire beaucoup plus, surtout dans le terme beaucoup plus concret, concernant le numérique en santé, la stratégie du numérique. On va commencer cette fois-là avec, on vous a dit qu'il y avait 3 parties. La première partie avec une première intervention
sur la stratégie nationale du virage du numérique en santé, orientation et feuille de route, qui nous sera présentée par M. Jean-Christophe Tubat. M. Jean-Christophe Tubat est responsable du développement territorial à l'Agence du numérique en santé. M. Jean-Christophe, vous allez... Voilà. Monsieur Jean-Christophe, vous allez nous dire en quelques mots déjà ce que c'est que l'Agence du numérique en santé, pour ceux qui ne le connaissent pas, et après vous pourrez faire votre intervention. Vous avez pour cela 10 minutes, une dizaine de minutes. Merci à vous. Je vais essayer de relever l'exercice. Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, c'est intéressant en présentiel et puis en distanciel de pouvoir participer à ce genre d'événement. Alors, j'appartiens effectivement à l'Agence du numérique en santé, qui est une agence qui fonctionne aux côtés du ministère de la Santé et notamment aux côtés de la délégation du numérique en santé, on y reviendra éventuellement, et qui opère un certain nombre de choses, notamment la dimension régulation avec la production de documents opposables. Vous avez mentionné dans votre présentation l'interopérabilité, c'est un des champs sur lesquels l'agence opère. On opère également, et je dirais même surtout pour nos clients, et nos clients c'est l'écosystème, les écosystèmes en général, que sont les ARS, les GRAD, qui eux ont la responsabilité de rendre opérationnelles les choses qu'on imagine au niveau du national sur le terrain. Donc on est vraiment, il faut nous voir comme une agence gouvernementale qui est aux côtés des acteurs de terrain, des citoyens également, pour pouvoir promouvoir la e-santé et la faire fonctionner de manière durable et pérenne. Alors en ce qui me concerne, alors je crois que c'est le bouton du haut, non, c'est en bas évidemment. Voilà. Donc l'idée dans ce grand travail, celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de pouvoir, in fine, faire en sorte que notre pays, la France, devienne un leader en santé numérique. Ça a été clairement affiché par le gouvernement, par le président Macron. Et pour cela, on s'inscrit dans un cadre qui est le cadre de France Relance, au travers du programme d'investissement d'avenir, vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, madame, avec une stratégie qui est une stratégie quinquennale d'accélération de la santé numérique en France. Alors c'est une stratégie qui se veut extrêmement innovante, extrêmement dynamique, performante, on l'espère, autour de 3 axes. La première, c'est effectivement, et on l'a évoqué pendant la petite vidéo, c'est finalement faire en sorte que la médecine se transforme du curatif vers le prédictif, de plus en plus, au travers de données qu'elle va pouvoir récolter, pouvoir faire fonctionner effectivement le module recherche, intelligence artificielle, vous l'avez évoqué. Donc c'est un des premiers axes. Le deuxième axe, c'est encourager finalement l'émergence de structures compétitives au niveau français, mais également au niveau mondial, pour qu'elles puissent opérer sur le champ de l'e-santé. Quand on parle de compétitivité, on parle d'industriels évidemment, on parle d'éditeurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir soutenir cette progression et faire en sorte que nos industriels deviennent et soient des acteurs compétitifs au niveau de la e-santé. Et enfin, et non pas des moindres, faire en sorte qu'on sécurise et on traite de manière sécurisée et éthique, très important, éthique, les données de santé qui sont évidemment récoltées au travers de l'ensemble des services qui ont été présentés. Donc évidemment, je le fais en synthèse, mais comprenez bien l'enjeu de ce programme qui mobilise l'ensemble des écosystèmes et des citoyens. Alors c'est un enjeu qui est interministériel, c'est important de le rappeler, interministériel parce qu'on y fait travailler évidemment le ministère des Solidarités et de la Santé auquel on appartient directement ou indirectement, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, ça me paraissait important aujourd'hui de le rappeler, et enfin le secrétariat général pour l'investissement, évidemment, porteur de France Relance. Alors, je n'irai pas dans le détail de cette diapositive, je laisserai le soin à M. le gendarme de l'ARS de la détailler. On a parlé de ville tout à l'heure dans la vidéo, on a parlé de routes, d'autoroutes. Quoi de mieux que la symbolique de la maison pour construire la e-santé aujourd'hui, avec des fondations, avec des usages. Alors des fondations qui reposent sur des référentiels socles, on n'ira pas dans le détail, mais prenez par exemple la possibilité au travers de France Connect d'identifier de manière sûre et certaine un professionnel de santé et lui permettre avec une seule connexion, une seule identification, une seule authentification d'accéder à l'ensemble des services dont il a droit. C'est un exemple. Nous avons également des services socles. Prenons par exemple la MSS professionnels et citoyens. Il s'agit ici de proposer aux professionnels et aux patients la possibilité d'échanger de manière sécurisée de l'information médicale qui les concerne. On ne va plus utiliser Gmail, on ne va plus utiliser Yahoo,
On ne va plus utiliser d'autres boîtes aux lettres qui sont finalement, enfin, que nous connaissons très bien, mais on va utiliser des canaux sécurisés pour que les échanges puissent être opérés de manière sécurisée dans un contexte éthique également. Et enfin, on arrive dans la maison avec des plateformes, ça a été également rappelé pendant la vidéo, des plateformes nationales qui sont offertes à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des écosystèmes, au travers du bouquet de services pro sur lesquels les professionnels de santé vont pouvoir aller puiser des applications et des services qui vont être utiles dans leur exercice, et également l'espace numérique de santé, le sujet de 2022, au travers duquel l'ensemble des citoyens, nous tous, allons pouvoir, via une application, récupérer l'ensemble des données qui nous concernent. C'est un enjeu énorme, c'est un enjeu qui a démarré puisque 3 départements pilotes aujourd'hui opèrent sur ces sujets-là, que sont la Haute-Garonne, la Somme et la Loire-Atlantique, et la généralisation va démarrer début 2022. Et chacun d'entre nous aura un compte pour aller sur Mon Espace Santé et alors bénéficier d'un certain nombre d'informations médicales. Vous le découvrirez à l'occasion de la réception d'un courrier qui vous sera adressé au courant T1 2022. La feuille de route, vous l'avez rappelé, M. Okala, effectivement, elle date de maintenant 2019, puisque de mémoire, le 25 avril 2019, la ministre Agnès Buzyn a annoncé la feuille de route du numérique en santé, avec différentes actions. On ne va pas aller dans le détail, évidemment, de cette slide qui est évidemment disponible sur Internet. Des orientations qui sont concrètes, qui peuvent se mesurer. Donc, certaines d'entre elles sont déjà réalisées. Par exemple, sur l'orientation 1 au niveau de la gouvernance, la création de la délégation du numérique en santé, la transformation de l'ASIP Santé en agence du numérique en santé, auquel j'appartiens, etc., etc. Donc ici, un ensemble d'actions, encore une fois très concrètes, qui permettent à la e-santé de se construire et devenir efficiente. J'imagine que ces slides seront téléchargeables sur votre site. 10 minutes. Hein. Pour accélérer tout ça, un enjeu historique de financement. 2 milliards d'euros aujourd'hui sur la table pour l'e-santé en France. C'est énorme, c'est jamais arrivé. 2 milliards d'euros qui sont distribués en 1,4 milliard d'euros pour le partage des données de santé sur 3 ans, et enfin 600 millions dédiés uniquement sur le secteur médico-social. C'est de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent distribué comme ça, c'est de l'argent ciblé, fléché, adressé, mesuré, contrôlé, qui permettra effectivement à l'e-santé à se construire sur des actions qui ont été identifiées, c'était l'objet de la slide précédente. Et tout cela se fait au fur et à mesure avec le national, en collaboration très étroite avec le terrain, avec les régions qui sont, eux, finalement, en bout de ligne pour pouvoir construire l'ensemble de ces sujets-là. Avec une marche à franchir qui est énorme, puisqu'aujourd'hui, on distribue à peu près 10 millions de documents, je dirais benoîtement, entre la messagerie sécurisée de santé et l'alimentation du DMP. Demain, c'est plus de 250 millions de messages et documents qui devront être échangés. C'est l'objectif. L'opportunité unique pour les citoyens et les professionnels aujourd'hui, c'est d'abord, de mettre les citoyens en capacité d'être acteurs de leur santé. C'est un sujet important de pouvoir se rappeler que le citoyen est au cœur de tout ça. Le citoyen sera maître, décidera et est effectivement le focus de l'ensemble des préoccupations que nous avons nous aujourd'hui. On souhaite également, au travers de ces dispositifs, améliorer le cadre de travail des professionnels de santé. Rappelons qu'un médecin dans son cabinet soigne, évidemment, mais pour mieux soigner, pour mieux se dégager du temps, il faut que les outils dont il dispose soient ergonomiques, simples, faciles, qui parlent moins de temps sur les sujets administratifs et plus de temps sur le soin. L'objectif, c'est évidemment le partage fluide, sécurisé des données de santé entre les professionnels, évidemment entre eux, mais également entre le professionnel et le citoyen, entre nous tous. Et les moyens, je les ai rappelés. Le patient au cœur, un certain nombre de sujets métiers autour de lui et des sujets avec ProSanté Connect, je l'ai évoqué tout à l'heure, le DMP qui vient stocker l'ensemble des documents, des échanges sécurisés au travers de la messagerie sécurisée de santé et enfin, une identité nationale de santé, une révolution en France qui permet d'identifier de manière unique et certaine un patient dans le parcours de soins. Le Ségur, évidemment, a pour objectif d'apporter un certain nombre de choses et pour le patient et pour les professionnels de santé et évidemment pour le praticien de manière générale. Je ne reviendrai pas dans tous les détails, mais gardez en tête que le patient pourra sauvegarder, conserver l'ensemble de ses données de santé. Le praticien pourra avoir un logiciel qui soit adapté à sa pratique, plus adapté, plus fluide. Encore une fois, il va gagner du temps pour la prise en charge. En tout cas, c'est l'objectif, c'est le dessein du Ségur. Et pour cela,
tous les sujets autour de MS Santé, DMP, INS et Pro Santé Connect que j'ai déjà évoqués. Et je terminerai vraisemblablement sur cette diapositive pour vous dire que finalement, au travers de cette relance et au travers du Ségur du numérique en santé, il faut avoir en tête que l'objectif et la comitologie, l'organisation qui est derrière, elle se fait par métier. Elle se fait par métier puisque pour chacun, ce qu'on appelle des couloirs Ségur, couloirs métiers, on va adresser les radiologues, nous allons adresser également les laboratoires de biologie médicale, les pharmaciens, évidemment le médico-social, la médecine de ville, et il ne faudra pas oublier évidemment les hôpitaux pour lesquels on travaille également beaucoup. Ce sont des couloirs, rien n'est inscrit dans le marbre parce que ces couloirs vont évoluer, d'autres vont apparaître sur 2022. On va évidemment adresser les professionnels qui ne sont aujourd'hui pas adressés. Des priorités ont dû être évidemment posées pour 2021 pour démarrer et on continue sur cette lancée-là au travers des dispositifs de financement qui sont déjà établis. Voilà. Merci. Je ne sais pas combien de temps j'ai... Vous y êtes dans vos dizaines de minutes. Parfait. Merci, monsieur. Merci pour votre attention. Merci, monsieur Thuebat. Vous pouvez l'applaudir, hein, surtout. Je pense que ça mérite des applaudissements. Franchement, vous avez essayé de nous dire ce que nous on a suivi pendant des mois en moins de 10 minutes. Bravo. Et je me suis dit, c'est pour ça que je disais à tous les élèves qui sont là aujourd'hui, ils ont de la chance de pouvoir, ce que les autres apprennent depuis des mois, d'avoir une synthèse aussi très bien et aussi bien faite. Donc, monsieur Thuebat nous a donné 2 ou 3 éléments que moi je voudrais vous rappeler ici. Simplement, il a dit que c'était un écosystème. Le numérique en santé est devenu un écosystème. C'est vraiment un plan gouvernemental. Ce n'est pas pour un seul ministère. Il a montré tous les ministères qui étaient liés à ça. Un autre point qu'il a dit, c'était vraiment le patient, le citoyen qu'on voulait mettre au cœur de ce numérique en santé. Les points clés. Il a aussi dit qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'on parle d'argent en ce moment, mais il a dit qu'il y a l'argent sur le nerf de la guerre. Il a dit qu'il y a l'argent qui est mis en place pour que la France devienne aujourd'hui parmi les pays. On sait qu'on avait un bon système de santé, et maintenant on veut qu'on ait un bon système de santé numérique en France dans les années prochaines. Donc tout ça est organisé à ce point, de ce qu'il nous a dit. Et il a dit que bien sûr, c'est aussi aider les professionnels pour bien faire leur travail. Mais en disant que tout ça, c'est un écosystème avec le patient et le citoyen au cœur. C'est un peu ce que moi j'ai retenu. Merci à vous. Et dit que tout ça vient du national. On va maintenant voir comment ça se passe concrètement quand on se retrouve dans une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va maintenant voir la déclinaison de cette stratégie du numérique en santé qui a, vous l'avez aussi bien dit, 5 orientations, 5 grandes orientations, mais près de 30 actions. On va voir comment tout cela est décliné dans une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on sait que beaucoup disent que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un peu le Champs-Élysées du numérique en santé. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est toujours les grands architectes de ce projet qui le disent, que quand ils arrivent en région Rhône-Alpes, ils sont un peu presque en terrain conquis, ou alors ils sont vraiment les adeptes de ce qui se passe chez nous. Cette deuxième intervention, la déclinaison régionale en Auvergne-Rhône-Alpes de la stratégie du numérique en santé, par M. Laurent Legendard. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. M. Laurent Legendard est le directeur de la stratégie et des parcours à l'agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, vous nous direz aussi quelques mots concernant l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, surtout concernant le numérique en santé, avant de nous présenter les déclinaisons qui ont lieu ici en Auvergne-Rhône-Alpes, les enjeux et les défis. Vous avez aussi pour cela 10 minutes. Juliette, c'est ça, non? Voilà. Merci à vous. Merci. Pardon, merci. Alors, si avant la crise Covid, les gens se demandaient ce que c'était que les ARS, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment ne pas vouloir le savoir pour en être totalement ignare. Cela dit, donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'Agence régionale de santé, c'est le bras armé en région des politiques publiques autour de la santé et du ministère des Solidarités et de la Santé. Et donc, en matière de numérique en santé, donc je reviens sur l'image de la maison, hein, c'est vraiment le symbole. Bien lorsque, d'abord, il y a eu des choses qui se sont faites avant la feuille de route du numérique en santé, vous avez dit, donc, elle date de 2019, c'est pas très vieille,
Et effectivement, elle a pour but de passer de quelque chose d'inorganisé à quelque chose d'un peu plus organisé, ou en tout cas avec quelques fondamentaux qu'on retrouve dans les basses couches de la maison, donc les fondations. Vous voyez retrouver des principes éthiques, de la sécurité et de l'interopérabilité, parce que ce qui caractérise aujourd'hui le système de santé français, au-delà de son excellence, c'est que le foisonnement numérique qui l'accompagne, jusque-là, a donné des choses assez étonnantes, comme des logiciels qui ne se parlent pas entre eux, des données qui ne circulent pas entre des acteurs de soins qui sont autour du même patient, et tout ça a un coût. Il faut savoir que 15% des dépenses de santé sont liées à des redondances parce que l'information ne circule pas. C'est notamment le cas de la biologie et de l'imagerie médicale. Pas un hasard si on les retrouve dans les priorités du Ségur. Et donc, cette maison qui est en construction et qui, on a attaqué les murs, hein, on n'est plus sur les basses couches. En fait, il y a une partie qui n'apparaît pas là, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que si tout à l'heure M. Turbat a montré tous les ministères qui gravitent autour de la feuille de route du numérique, eh bien, on doit retrouver, ça illustre le fait que le numérique en santé est un carrefour de politique publique. C'est un carrefour de politique publique qu'on retrouve également en région. Et donc, lorsque cette feuille de route du numérique est parue en 2019, on s'est aperçu que notre région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se caractérise par effectivement un fort dynamisme en matière de numérique et beaucoup d'innovation, n'avait pas formalisé sa propre feuille de route. C'était une des surprises en 2019. On avait des choses qui avançaient bien, mais qu'on n'était pas capable d'expliquer simplement à tout un chacun. Et donc, notre première brique à l'édifice régional, ça a été d'adopter une feuille de route en région Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas été furieusement imaginatif. Il s'est agi pour nous de s'aligner et de décliner en région ce qui était prévu dans la feuille de route nationale. Et puis, on avait déjà donc une couche de gouvernance régionale. On l'a remise au goût du jour, on l'a remise en fonctionnement. Donc on a ce qu'on appelle un noyau dur. Trois entités qui travaillent ensemble quasi quotidiennement, si ce n'est au moins une fois par semaine. Je regarde mon voisin, il vous expliquera tout à l'heure pourquoi, mais c'est ce noyau dur. Il est composé donc de l'Agence régionale de santé pour ce qui est du portage régional des politiques publiques sur le sujet, de son bras armé, qui est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé, le GCS SARA, et puis d'un partenaire incontournable, ne serait-ce parce que c'est celui qui paye la facture in fine, l'assurance maladie. Qui est aussi un bien commun. Hein. Historiquement, il faut se rappeler que les Français sont très attachés à leur système d'assurance maladie, et pour cause. Et donc, autour de ce noyau dur, on a agrégé d'autres intervenants régionaux. C'est notamment le cas des collectivités territoriales, conseils régionaux, conseils départementaux, métropole de Lyon, et puis les représentants d'abord des usagers, de France Asso Santé, et ensuite des offreurs de soins, qu'il s'agisse des professionnels libéraux ou hospitaliers ou médico-social. Et puis, pour ce qui concerne le médico-social, là, pour le coup, on entre dans une hétérogénéité qui est telle qu'il n'est pas envisageable de conduire une politique du numérique en santé dans le médico-social sans s'associer avec véritablement leurs représentants sur le terrain, et y compris sur le plan informatique. Donc on a créé un collectif des systèmes d'information médico-sociaux. Troisième point de notre feuille de route, c'est évidemment que tout projet porté en région au nom de cette feuille de route du numérique en santé doit être conforme à la doctrine technique du numérique en santé. Cette doctrine, on peut la retrouver sur Internet, il y a le lien dans le document. On n'a rien inventé, mais on n'accompagnera aucun projet en région qui ne respecte pas cette doctrine technique. Et donc, charité bien ordonnée commençant par soi, on a commencé par regarder dans les outils régionaux qu'on a créés, financés et qui sont en usage,
mais comment les faire évoluer pour qu'ils soient véritablement au rendez-vous de cette doctrine technique. Puis à peine avions-nous commencé donc à dérouler notre feuille de route qu'est arrivé le Ségur numérique. Christophe Turbat l'a cité. Ce Ségur numérique ayant pour objet non pas de créer des choses nouvelles par rapport à la feuille de route, mais d'accélérer le virage qu'il a initié, il a bien fallu qu'on le prenne en compte dans notre feuille de route régionale. Alors, on retrouve là l'image utilisée tout à l'heure par Jean-Christophe. Le patient au centre et autour de lui donc, un certain nombre d'intervenants qui ont des informations à échanger. Mais lorsqu'on veut échanger des informations en santé, il faut avoir quelques certitudes. La certitude concernant l'identité du patient, c'est l'objet de l'INS. C'est la certitude concernant les canaux, qu'il s'agisse du DMP ou de la messagerie sécurisée de santé, donc c'est qu'ils soient véritablement sécures. Et puis la certitude d'identifier les professionnels de santé ou du médico-social qui gravitent autour de ces patients. C'est l'objet donc de ProSanté Connect. Et puis, on l'a dit, autour d'une politique publique, il y a souvent des questions d'argent, de moyens. Et donc les financements notamment sont conduits à deux niveaux. Au niveau national, pour ce qui concerne les financements à l'équipement, c'est comment on part de ce qui existe, donc les logiciels métiers par exemple qui existent, et comment on les fait évoluer pour qu'ils rejoignent donc les spécifications techniques du numérique en santé. Donc ça c'est ce que mène à la fois la DNS et l'ANS. Et puis en région, on doit accompagner notamment les établissements de santé et le monde médico-social avec des financements fléchés, contrôlés sur le fait qu'ils développent soit des usages, soit qu'ils acquièrent des outils pour ces usages qui soient conformes à ce qui est attendu du point de vue de la stratégie nationale. Il reste, donc me direz-vous, les professionnels de santé libéraux. Pour l'essentiel, les financements aux usages seront corrélés à leur convention avec l'assurance maladie. Et donc ce sont des négociations conventionnelles qui sont donc en cours au niveau national. Ma dernière slide, et j'espère j'aurai tenu mes 10 minutes. Donc notre feuille de route régionale tourne autour de 5 thèmes. Les référentiels et services socles, donc je n'y reviens pas, c'est le fait de s'assurer que tout ce sur quoi on travaille respecte la doctrine technique en la matière. Les grands programmes d'équipement et de développement des usages, donc ce sont les programmes de financement, qu'il s'agisse du programme Open, du programme ESNS numérique ou de SENES pour Ségur, usage numérique en établissement de santé. On a gardé un ou deux projets régionaux qui ne sont pas dans le Ségur numérique, mais parce qu'ils sont là aussi un peu notre ADN. Il faut savoir par exemple, encore aujourd'hui, donc en 2021, les 39 SMUR de la région n'ont pas de système d'information et travaillent encore avec du papier. Et on espère bien dépasser cela au cours de l'année 2022, puisque le chantier est quand même bien avancé. On l'a gardé dans notre feuille de route en dépit du fait que ce n'était pas dans le Ségur. Dans la feuille de route, il y a donc de manière claire la télémédecine au sens large, téléconsultation, téléexpertise, télésoins. Notre feuille de route consiste à accompagner le déploiement de cette télémédecine, mais l'accompagner en l'incarnant véritablement sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'exemple de e-santé où le marché est mûr, où il y a des offres tous azimuts, mais ça n'a pas beaucoup de sens si ça ne s'incarne pas dans les pratiques, les usages, notamment des structures médico-sociales qui accompagnent les plus fragiles et qui ont besoin à des moments précis de recourir facilement à des avis médicaux. C'est la raison pour laquelle l'agence a affiché sa priorité d'accompagner les EHPAD de la région dans leur capacité à offrir la téléconsultation à leurs résidents. Et puis, on a des outils d'orientation, de coordination des soins. Il y a un programme qui s'appelle e-Parcours. On a en Auvergne-Rhône-Alpes, enfin Rhône-Alpes d'ailleurs à l'époque, développé un outil qui s'appelle Via Trajectoire, sur lequel Bertrand reviendra, qui est devenu un outil national. Donc il nous faut continuer à faire évoluer pour répondre aux commandes nouvelles. Et puis,
dernier thème, donc la relation avec les patients. 2022, vous l'avez dit, c'est l'année de mon espace santé, donc un chantier à part entière. D'ailleurs, le chef de projet est dans la salle. Mais on a également, parce que le numérique ne nous a pas attendu, un certain nombre d'acteurs en santé qui ont développé notamment des portails patients, pour ne citer que les établissements de santé. Or, ces portails devront évoluer pour tenir compte de l'arrivée de mon espace santé. Il faut bien qu'on les accompagne en la matière. Voilà une illustration rapide de notre feuille de route et des 5 thèmes sur lesquels nous travaillons en même temps. J'en ai terminé. Merci. Exactement. Merci à vous aussi. Merci de tenir le temps. On voudrait vous dire aussi, moi j'ai retenu 3 choses. Hein. Vraiment, il faut applaudir. Hein. Surtout que le directeur de l'ARS, il est directeur parcours. C'est-à-dire qu'il sait exactement de quoi il parle. Là. Il sait comment ça se passait avant et comment il voudrait que ça se passe dans notre région. Vraiment, merci à vous, Monsieur Laurent Legenda. Moi, j'ai retenu 3 points en disant qu'avant, on a une région très dynamique. Ça, c'est clair, vous l'avez dit. Et qu'il y avait beaucoup de choses, mais ça manquait un peu aussi d'organisation, comme pour tous les autres. Et quand ça arrivait, vous avez dit, pour nous aussi, c'est l'occasion de faire un peu le ménage. Et vous avez commencé par un point qui était important. Vous avez parlé de gouvernance. C'est-à-dire comment vous avez décliné la gouvernance au niveau régional. Donc, vous avez aussi là remis tous les acteurs qui travaillent avec vous et savoir qui fait quoi et comment pour que tout le monde soit quoi. Un autre point que j'ai retenu, c'est cette doctrine technique dont tout le monde en parle. En disant qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui au niveau technique, au niveau national, vous en avez aussi dit un mot, mais comment on va la décliner au niveau de nos territoires. Et après, il y a un mot qui est revenu quand même plusieurs fois chez vous, c'est accompagner. Vous avez toujours dit accompagner les établissements qui développaient leurs outils, leur façon de faire, comment on va les accompagner à être, on va dire, être à jour avec la doctrine nationale. Et pour cela, vous avez choisi 5 thèmes qui vous paraissaient importants. On n'a pas tellement le temps pour vous demander pourquoi vous avez choisi cela, pourquoi pas tel autre. Alors que tout à l'heure, au niveau national, on nous a dit qu'il y avait 5 orientations et 30 actions. Vous êtes revenu, vous avez dit voilà nos 5 thèmes et vous avez essayé de nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces 5 thèmes. Merci vraiment à vous. Donc, si vous avez déjà des questions, vous pouvez commencer à les noter parce que ça va aller très vite aussi au niveau des questions, si vous avez des questions à poser. Sinon, vous pourrez aussi aller sur le site de l'ARS pour avoir plus d'infos aussi pour tous les autres. Merci, Monsieur Laurent Legenda, pour cette belle intervention et d'avoir tenu aussi le temps. Nous allons maintenant passer à la 3e intervention de cette partie. On va passer aux choses vraiment sérieuses. Pas pour dire que les autres, c'était pas sérieux. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que que ce soit M. Tuva, que ce soit M. Legenda, ils disent toujours, nous, on ne connaît pas grand-chose dans la technique, mais il faudra voir ça avec M. Pelé. Donc, M. Pelé, quand on parle quand même de e-santé, il y a quand même de la technique, quoi qu'on dise. Donc, vous allez nous dire aujourd'hui concrètement les outils qui sont mis en place dans notre territoire. C'est pour ça que vous avez intitulé votre intervention le numérique des usages dans notre région. C'est un peu ça que vous avez dit. Merci à vous. Merci de votre invitation. Alors en effet, moi j'ai la lourde tâche en 10 minutes également d'essayer de vous parler mise en œuvre opérationnelle sans vous perdre complètement non plus. Alors je vais d'abord essayer de vous expliquer un peu ce que c'est qu'un grade pour que vous nous positionniez bien dans le paysage de la gouvernance qui a été présentée. Et puis je vais revenir avec des illustrations concrètes sur les 5 axes de la feuille de route que Laurent Legenda a présenté juste avant moi. Petit souci du direct. Ah non, c'est simplement que je n'appuie pas au bon endroit. Alors, un grade, déjà pour commencer, c'est un groupement d'appui au développement de la e-santé. Il faut savoir qu'il y en a un équivalent, plus ou moins, dans chaque région de France. Et systématiquement, on a cette mission d'être un relais de la stratégie nationale de santé et d'être le bras armé de nos agences régionales de santé. Donc vous allez voir qu'on décline petit à petit vers l'opérationnel, vers les professionnels libéraux, les établissements du sanitaire et du médico-social, ce qui a été présenté auparavant. La deuxième particularité qu'on a, c'est qu'on fédère un certain nombre d'acteurs de santé d'une manière plus directe.
Et donc, nous, à titre d'illustration, on est l'initiative à l'origine de 8 membres fondateurs, qui sont les 4 CHU de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, les 2 centres de lutte contre le cancer, la représentation de la médecine libérale, l'URPS médecin, et également le réseau de cancérologie Onco-Aura de notre région. Puis au-delà de ça, on a des cercles de membres qui fédèrent plus ou moins tous les acteurs petit à petit de l'écosystème de santé de la région. Nos missions, au-delà de les fédérer, c'est parfois de déployer des services numériques régionaux, souvent de faire de la médiation numérique, c'est-à-dire transposer ce qui, en termes d'axe stratégique, à mon avis, commence à être intelligible pour vous, en actions opérationnelles qui vont faire face à toute l'hétérogénéité des systèmes d'information qu'on peut trouver sur le terrain. Et puis d'accompagner parfois l'émergence de besoins locaux. Le sujet de l'informatisation des SMUR a été évoqué par Laurent Legendard. Des acteurs de terrain de notre région disent on ne peut pas rester comme ça dans l'état actuel sur papier, donc pourquoi on n'informatiserait pas? Voilà un autre exemple d'action qu'on peut avoir. Pour cela, bien évidemment, il y a un premier noyau d'acteurs avec lesquels on travaille, l'ARS, l'assurance maladie en région, ça a été évoqué, mais plus largement, on doit faire le pont entre les éditeurs, le monde des acteurs de santé au sens large, la représentation des patients, et puis toutes les formes sans cesse imaginées, nouvelles, d'organisation de santé. C'était les maisons de santé pluridisciplinaires il y a quelques années et toujours, les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui organisent aussi d'autres initiatives sur le champ libéral. On essaye systématiquement de travailler de concert avec ces acteurs pour déployer ou faire évoluer des outils. Alors, juste avant qu'on reprenne et qu'on se flagelle un peu sur ce qui nous reste à faire, je voudrais quand même dresser un état des lieux qui ne soit pas complètement catastrophique de la situation d'où on part. Il y a d'une part déjà beaucoup d'initiatives qui existent sur le champ du numérique en santé, et d'autre part, bien souvent, elles sont déjà, pour partie en tout cas, intégrées dans cette feuille de route nationale qui a été présentée. Premièrement, on a sur notre région 190 établissements, dont les plus gros, qui dématérialisent déjà leurs envois à leurs correspondants, parfois aux patients, on va y revenir, via des canaux sécurisés. Il ne faut pas oublier que derrière ce qui a été présenté tout à l'heure, il y a l'idée d'un système souverain qui évite que les données transitent par des opérateurs non sécurisés via les solutions proposées par les GAFA quand il s'agit de nos données de santé en tant que citoyens. Et ça, d'ores et déjà, dans l'écosystème régional, il y a un certain nombre de réflexes en la matière et d'usage. On voit les 74 000 utilisateurs d'une solution qui s'appelle MonSisra, qui est l'une des réponses opérées dans une grande fédération nationale des messageries sécurisées de santé. Les téléconsultations, j'y reviens pas, on en parlera tout à l'heure. Et dernièrement, l'orientation du patient vers des structures de soins de suite, d'établissements EHPAD ou sur le champ du handicap est déjà outillé à travers un outil qui s'appelle Via Trajectoire. Et pour autant, on voit qu'on est face à une forme de révolution, en tout cas d'évolution majeure de ce qui était fait jusqu'alors. Notre grand enjeu sur les 2 premiers axes présentés par Laurent Legendard, c'est de faire que entre établissements, professionnels d'établissement, établissements et professionnels de ville et désormais le patient, tous les échanges soient sécurisés. Et pour ça, il y a un certain nombre de fondements qu'on voit à droite de ma diapositive qui sont très simples à édicter et qui traduisent toute la complexité de notre travail. Le premier, et c'est un petit sujet dans les mots, mais il détermine énormément du travail qu'on fait ensuite, c'est l'apparition de l'identité nationale de santé. Depuis le 1er janvier 2021, tout acteur peut et doit parler d'un patient en échangeant de la donnée à partir de son identité nationale de santé. Cela signifie qu'à partir du moment où je veux envoyer un document, un compte-rendu, une information de santé plus structurée à un autre acteur de la prise en charge, le médecin généraliste, un spécialiste, voire au patient dans mon espace santé que vous voyez ici, j'ai désormais une clé commune qui fait qu'on pourra beaucoup plus facilement se retrouver de manière fiable et intégrer les données qui nous sont transmises dans le logiciel de la personne qui reçoit. Deuxièmement, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on parle tous avec les mêmes standards. Donc il faut que les formats de documents soient reconnus par les logiciels, quels qu'ils soient. Les éditeurs ont des incitatifs et parfois une certaine forme de coercition de par la stratégie nationale de santé.
Et nous, notre travail va consister à aller voir dans le détail, dans chaque établissement, dans l'implémentation qui est faite par un éditeur de logiciel, si la mise en œuvre est conforme à ces standards pour que les choses fonctionnent comme elles le doivent. Et dernièrement, on a un même cahier des charges pour la couche sécurisée de transport, donc l'envoi par messagerie sécurisée de santé ou l'envoi dans un entrepôt documentaire qui s'appelait le DMP, qui est désormais l'entrepôt de documents de mon espace santé. Il y a un mot-clé qui est important derrière tout ça, au-delà de l'idée d'une solution souveraine au niveau de l'État, il y a une idée de sécurité. On a vu, je pense que là encore, tout le monde au cours des deux dernières années, on en a entendu parler, la sensibilité des données de santé, leur exposition, leur grande exposition aux attaques est croissante. Et donc, il faut qu'on soit tous extrêmement rigoureux. Et on voit que d'ailleurs, le niveau de sécurité qui est vrai à un instant T évolue très rapidement. Et donc, ces solutions ont aussi pour vocation à répondre à ces enjeux-là. Dans tous ces domaines, je l'ai un peu évoqué, on a un rôle d'expertise. On est là en appui auprès des acteurs de santé qui sont nombreux et qui ont des formes de connaissances, parfois d'expertise interne qui sont hétérogènes, pour faire en sorte qu'ils sachent mettre en œuvre et mettre en œuvre dans des délais courts. Parce que ça n'a pas été évoqué précisément jusqu'ici, mais globalement, on veut que, dans un horizon de 2 ans, l'essentiel des acteurs de santé ait fait cette transformation. Et donc, il faut qu'on aille vite et qu'on soit aux côtés de tous ceux qui seraient en difficulté. On a aussi un rôle de producteur. On met à disposition des outils lorsqu'ils n'en disposent pas, qui eux-mêmes doivent passer les fameuses labellisations qui ont été évoquées tout à l'heure. Et donc, un rôle d'appui opérationnel auprès des établissements. Voilà pour ce qui anime notre quotidien sur la mise en œuvre du Ségur numérique. Deuxièmement, sur la télémédecine, ça serait bien trop long de vous faire un état des lieux général, mais je voulais me centrer sur 2 thèmes qui, là encore, sont en termes de changement de pratique, des mouvements très importants pour les professionnels de santé. Tout d'abord, la téléconsultation. Je pense que là aussi, vous matérialisez à peu près tous ce que c'est. Donc, entre un professionnel, un médecin et un patient, éventuellement accompagné par un autre acteur de santé. En revanche, on connaît souvent moins bien la téléexpertise. La téléexpertise, c'est un médecin, qu'on appelle un médecin requérant, qui va aller solliciter un avis d'un confrère qui, par son domaine de spécialité ou l'expérience qu'il a acquise, est susceptible de l'aider dans les orientations à prendre sur un dossier. Ces 2 champs de la télémédecine qui, à fin d'année 2018, sont en tout ou partie rentrés dans un régime de droit commun et qui changent les pratiques des professionnels. La téléconsultation, on l'a vu pendant la crise Covid, il y a un avant et un après assez radical. Suivant les plateformes, les chiffres ont été multipliés par 20 à 100. À titre d'illustration, pendant les pics de la crise Covid, la solution régionale compte jusqu'à 20 000 téléconsultations par jour. On peut s'en féliciter parce que c'est une évolution des mentalités. C'est un service rendu à nous, patients, dans un certain nombre de situations. Et pour autant, ces bénéfices restent assez mal répartis aujourd'hui. Elle bénéficie largement à un public jeune, urbain, pour des téléconsultations simples, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'elle peine à s'installer dans d'autres contextes où ces bénéfices seraient encore plus prégnants. Pour prendre un exemple qui a été évoqué par Laurent Legendard, un des enjeux pour nous dans la région, c'est de rendre la téléconsultation accessible à tout résident en EHPAD, à horizon doit être à fin d'année 2023. Et pour ça, on voit qu'il y a un ensemble de prérequis auxquels on doit satisfaire qui ne sont pas forcément évidents à réunir. L'engagement de l'expert médical, on parle souvent de difficultés à accéder à l'expertise médicale et donc en premier lieu, on travaille sur les filières de santé, sur les territoires, dans les différents départements, en Ardèche, dans la Drôme, faire en sorte que les médecins spécialistes qui sont recherchés, parfois les généralistes, aient compris, disposent du temps, ce qui est sans doute le premier problème, et soient outillés pour réaliser des téléconsultations. Il faut également organiser le recours aux téléconsultations, tenir compte des problématiques d'urgence. La téléconsultation ne peut pas tout faire. Travailler également du côté de l'organisation des établissements eux-mêmes, parce que du fait du turnover des professionnels, si vous n'avez pas un minimum de volume de téléconsultation, un infirmier ou un aide-soignant dans un établissement, il ne prendra jamais le risque de réaliser une téléconsultation sur une personne, un résident qui ne va pas bien. Et bien souvent, la solution sera l'envoi vers un service d'accueil des urgences, qui est justement ce qu'on aimerait éviter, sauf nécessité impérieuse. Donc on doit beaucoup travailler organisation, formation. Avant-dernier point, qui peut paraître trivial, mais qui est encore dans beaucoup de secteurs de la région le problème, il faut quand même, pour réaliser une téléconsultation, avoir un minimum de débit Internet.
Et donc parfois, on a des verrous à ce niveau-là qui demeurent. Et enfin, c'est vrai ici comme sur le Ségur du numérique, on ne peut pas imaginer une seconde qu'un médecin qui rend des téléconsultations pour différents acteurs puisse changer d'outil 3 fois dans la journée. Bien souvent, il a choisi un outil de téléconsultation et quelle que soit la personne qui lui demande, il va vouloir rester dans son outil. Et donc là encore, on a des stratégies d'interopérabilité qui se construisent et qu'on doit déployer avec chaque éditeur de solutions de téléconsultation. Voilà, pour la téléexpertise, les enjeux sont un peu plus simples à résumer, mais disons pour faire simple que les solutions de start-up X ou Y fleurissent tous les jours quasiment, et que notre enjeu, c'est que derrière un annuaire régional unique, un requérant, un médecin qui cherche un avis, puisse retrouver n'importe quel professionnel et être redirigé dans le bon outil sans avoir à se poser des tas de questions. Voilà, j'en ai fini sur les quelques messages que je voulais vous passer en matière de télémédecine. Je vais juste faire un zoom sur ce qui a été évoqué autour des e-parcours. Les e-parcours, c'est un programme qui existe là encore partout en France et qui rend pas mal de services de manière complémentaire à ce qui est évoqué sur la stratégie nationale du numérique en santé. Le principe s'appuie sur les mêmes fondations que ce que Jean-Christophe Turbat a présenté tout à l'heure. C'est la messagerie sécurisée de santé, c'est le DMP comme répertoire. Simplement, il y a une famille d'acteurs que le grand public connaît souvent pas très bien, qui est repérée en bas à gauche de ma diapositive, qui sont toutes les structures de coordination qui interviennent en appui du patient. Ce sont par exemple des réseaux de santé polyvalents qui vont accompagner un patient qui souffre d'une pathologie chronique, qui peut avoir des problématiques particulières pour rester au domicile. Ce sont les MAIA, opérés un peu partout dans la région également, ou des acteurs de coordination dans le domaine pédiatrique, sur les troubles de l'obésité pédiatrique, sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant, par exemple. On a tout un tas d'acteurs dont la mission est par essence à l'interface entre les différents acteurs hospitaliers du monde médico-social et du monde libéral. Et ces acteurs-là, pour pouvoir travailler, ils ont besoin de disposer de la bonne information au bon moment, de savoir qui sont les acteurs de la prise en charge et parfois également eux-mêmes de pouvoir passer des alertes à tel ou tel acteur. Et donc, une de nos missions, c'est d'outiller ces familles de professionnels-là. J'avance pour respecter à peu près le temps qui m'est imparti, simplement pour vous faire un zoom sur la partie orientation des enjeux qui ont été présentés par Laurent Legendard. Dans la région, depuis très longtemps, et c'est désormais le cas à peu près partout en France, il existe un outil via trajectoire qui a été créé donc à l'origine en région Rhône-Alpes à l'époque, qui a pour mission de faciliter l'orientation soit par un professionnel, soit par la personne elle-même, d'une situation A vers une structure B. Ça peut être vers un établissement de soins de suite, vers une hospitalisation à domicile, en EHPAD, dans une structure de prise en charge du handicap, ou désormais, si un enfant est suspecté d'être atteint de troubles du neurodéveloppement, pour l'orienter vers une plateforme de coordination de prise en charge rapide adaptée. Via Trajectoire fait tout cela en s'adossant là encore aux fondations qui ont été présentées par les différents acteurs tout à l'heure, et fait tout ça à grande échelle, puisque si on s'intéresse qu'aux chiffres en haut à droite, Via Trajectoire, c'est un peu plus de 30 000 connexions par jour, et c'est des milliers de professionnels de toute la France qui l'utilisent, et également des milliers de personnes. Voilà, c'est pour simplement se dire que même si c'est le bazar, même s'il y a beaucoup à faire pour aligner les planètes, la France n'était pas complètement à la ramasse non plus. Pour terminer, je pense que c'est très important à l'heure où mon espace santé va s'ouvrir au 1er janvier 2022, qu'on mesure aussi concrètement ce qui va bouger dans les établissements de santé de notre région. On a, vous le voyez sur la carte à gauche, de nombreux établissements de santé qui ont ouvert des portails patients. C'est vrai aux Hospices civils de Lyon, c'est vrai au CHU de Grenoble, c'est vrai à Saint-Joseph-Saint-Luc, à l'hôpital Nord-Ouest, etc., etc. Avant tout pour partager de l'information avec les patients, parfois pour dématérialiser un certain nombre de démarches. Et la logique même de mon espace santé prévoit cette préexistence-là de portail patient. En revanche, le travail qu'on a à faire, et on accompagne les établissements de notre région pour le faire, c'est de faire en sorte que ces portails soient disponibles dans ce qu'on appelle le store de mon espace santé. Autrement dit, le patient se connectera une fois dans son espace, vous, moi, tout le monde, et en fonction des établissements qui le prennent en charge, va retrouver les différentes
fonctionnalités, les différentes applications que les établissements opèrent. Donc c'est un accompagnement qu'on a démarré et qui va s'intensifier dans les quelques semaines à venir. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Pelé aussi pour cette belle présentation très synthétique aussi. Vous avez peut-être aussi un challenge à faire, de nous parler de tout ce que vous faites déjà et où vous voulez aller, surtout de répondre techniquement et aussi de façon concrète à ce que va devenir le virage numérique dans notre territoire. Merci à vous vraiment. Là, il y a plusieurs points que vous avez vraiment évoqués. Il y a cette démarche que vous avez insisté plusieurs fois, une démarche vraiment collaborative. Vous êtes devenu plusieurs fois sur ce thème en disant que c'était vraiment pour tous les acteurs de la e-santé et que vous étiez là pour les accompagner, à la fois pour les accompagner techniquement, mais aussi pour les mobiliser, en faire une communauté. Et vous avez parlé là aussi quelque chose de très concret qui est la plateforme Sarah, où on retrouve un peu tout ce qui se passe au niveau de la e-santé dans notre région. Et vous avez hésité sur deux mots, à la fois de dire que est-ce que c'est une évolution ou une révolution? Parce que pour dire qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, mais vous dites maintenant, ça va peut-être plus loin, plus vite. Et donc, vous êtes resté sur ces deux thèmes en disant que mais il y a quelque chose vraiment qui s'est fait, en disant qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans notre région. Mais là, vous sentez que les choses vont aller plus loin. Et surtout, il y a ce cadre national aussi qui permet de sécuriser tout le monde. Et il y a un thème qui est aussi vraiment revenu, c'est celui des sécurités. On l'avait prévu en parler un peu à la table, mais c'est bien que vous ayez commencé à parler vraiment de ça, c'est celui des sécurités. D'abord la sécurité des données, c'est pour ça qu'on se méfie beaucoup tous du numérique et d'Internet, de cette question de sécurité. Et c'est une question qui est vraiment aussi prise en compte, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national, avec la lutte contre la cybersécurité, mais la sécurité même des données, des patients, et aussi parce que les données de santé, ce n'est pas n'importe quelles données. Là, c'était un point très important. Après, vous êtes revenu sur deux points, à la fois le e-parcours régional et le via trajectoire, qui sont un peu c'est des spécificités un peu de notre région qu'on voit un peu chez nous et que les autres vont peut-être se l'approprier. Donc, rien que pour tout ça, je voulais vous remercier vraiment de nous avoir fait cette synthèse et pour dire aux participants, ceux qui sont en salle ou en ligne, que si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut peut-être commencer à les rédiger et qu'on a fini notre première partie, qui était la partie des interventions. Nous avons eu 3 belles interventions. Une sur le virage numérique au niveau national, la déclinaison régionale, et après on a eu le numérique et ses usages concrètement dans un territoire comme le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà 3 interventions qui peuvent nous éclairer déjà sur ce qu'est le virage numérique en santé aujourd'hui. Merci à vous d'avoir tenu ce challenge. Je dirais peut-être que pour ne pas trop vous perdre, est-ce que vous avez déjà quelques questions, 2 ou 3 questions qui nous permettraient, avant de passer à la table ronde? Oui. Bonjour, je suis étudiante en... Bonjour, en fait je suis étudiante en transformation digitale. Plus fort. Bonjour, je suis étudiante en transformation digitale de l'Université de Lyon. En fait, j'avais 2 questions en fait, parce que concernant en fait la sensibilisation, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez prévu en termes de formation pour les acteurs professionnels, mais surtout pour les citoyens. Et tout à l'heure, vous avez aussi évoqué les EHPAD. Je pense que cette stratégie, ça sera plus cadré dans les EHPAD, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va mettre de côté certaines personnes âgées qui ne sont pas dans les EHPAD? Oui, merci. La première sur l'accompagnement des citoyens, c'est tout l'enjeu, vraiment tout l'enjeu du déploiement de mon espace santé. C'est-à-dire que, à la fois, il faut qu'on soit au plus près de ceux qui sont éloignés pour tout un tas de raisons.
du numérique, pas seulement pour les questions d'accès au réseau, 4G ou autre. Ma maman, je suis à peu près certain qu'elle n'ira jamais dans mon espace santé toute seule. Il faudra bien que quelqu'un l'accompagne. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de faire au moment où je vous parle, sur la base de l'expérimentation en cours dans les 3 départements pilotes que vous avez cités, donc la Haute-Garonne, la Somme et la Loire-Atlantique. Je n'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui, en sachant que on sait sur quoi on peut s'appuyer, les réseaux de proximité qui accompagnent dans leur mission de toujours les citoyens. Et puis on a plein d'autres choses à inventer parce qu'on sait déjà que ça ne suffira pas. Mais que c'est très compliqué de donner une réponse satisfaisante au moment où je vous parle parce que l'expérimentation est toujours en cours et qu'on aura très très peu de temps pour modéliser la réponse aux trous dans la raquette qui sont identifiés en ce moment-là. La question des EHPAD, pourquoi on a choisi de prioriser les EHPAD? Parce que lorsqu'on est en EHPAD, et qu'on est dans une situation de grande dépendance, il faut savoir que l'âge moyen d'entrée en EHPAD ne cesse de reculer, et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les gens restent le plus longtemps possible chez eux. On arrive en EHPAD en moyenne à 83 ans, et on y reste en moyenne 2 ans et 3 mois. Voilà. Dans des moyennes, en fait, c'est un exemple d'une personne qui y restait 27 ans, c'est un extrême. Enfin bon. Et ces personnes en situation de grande dépendance en EHPAD, ce qu'on veut absolument éviter, c'est d'avoir à les bouger quand on peut l'éviter. Il y a des moments où on n'a pas le choix, quand on peut éviter, il faut éviter. Et le phénomène de l'arrivée au service d'urgence, là aussi quand on peut les éviter. Quand est-ce que cette décision est prise? C'est très souvent au moment où l'EHPAD va rentrer en service minimum, c'est-à-dire que veille de week-end, vendredi entre 16 et 18 heures, on va passer en équipe réduite pour le week-end. Tous ceux qui ne vont pas aller bien, la question va se poser de est-ce qu'on les garde dans l'EHPAD pendant le week-end ou pas? Et nous, ce qu'on voudrait éviter, ce qu'on voudrait pouvoir offrir, c'est la possibilité d'un avis médical, y compris à distance, pour limiter le phénomène du passage aux urgences évitable. Vous voyez pourquoi on a priorisé. Après, accompagner Mémé René à Saint-Julien-Mollet-Molette pour sa téléconsultation, il y a d'autres façons de faire ça. Voilà. Peut-être pour compléter sur la question des personnes qui n'accèdent pas à la téléconsultation et qui sont à leur domicile, le format de synthèse ne permettait pas de le développer, mais c'est bien évidemment un axe sur lequel on travaille également aujourd'hui. Il existe d'ores et déjà des actes pour un certain nombre de professions, pharmacie, pharmaciens, infirmiers, d'accompagnement des personnes à la réalisation d'un acte de téléconsultation, ce qui est un premier niveau de réponse, qui pose d'autres questions d'organisation, mais on accompagne cela également. Et plus généralement, tout ce qui permet d'imaginer des formes de médiation pour des personnes qui sont au domicile mais qui n'y arriveront pas seules, on y réfléchit. Voilà. Merci. On va peut-être enchaîner avec notre deuxième temps. Parce qu'on est entre le deuxième et le troisième, des questions, ça permet aussi de répondre assez rapidement. On va enchaîner avec notre partie, la partie table ronde, qu'on a souhaité aujourd'hui parler de 3 points. Le Ségur du numérique, la formation, la recherche et l'innovation. Le premier point que j'aimerais qu'on aborde, c'est le Ségur du numérique. D'abord, qu'est-ce que le Ségur du numérique, pour ceux qui ne connaissent pas, et surtout quels sont ces enjeux aujourd'hui dans l'accélération, parce que beaucoup disent que ça va être l'accélérateur du virage numérique. Je veux bien tenter d'apporter quelques réponses. Vous l'avez dit, M. Ocala, le Ségur du numérique, c'est un dispositif qui permet d'accélérer l'exécution des actions de la feuille de route. Et pour ce faire, à date, des dispositifs d'accompagnement et de financement ont été imaginés, construits. Derrière le Ségur numérique aujourd'hui,
M. Legendre l'a évoqué, vous avez un financement à l'équipement, déjà dans un premier temps, qui repose sur un fondement juridique qui s'appelle le système ouvert et non sélectif, qui est un fondement assez original. De mémoire, je pense que c'est la première fois qu'on utilise ce genre de mécanisme de financement en France, et qui vient de Bercy d'ailleurs. C'est un principe assez simple. Il s'agit pour l'État d'acheter pour le compte d'eux. Et l'État achète pour le compte des établissements, des professionnels de santé, des évolutions logicielles. Et pour ces clients finaux, il y a un reste à charge nul sur l'acquisition de ces logiciels au travers donc d'un financement État pour leur permettre d'acquérir des solutions qui soient Ségur référencées. Et ce référencement Ségur est opéré par l'Agence du numérique en santé. Donc en l'État, vous avez un industriel qui dit bonjour, il lève la main, bonjour, j'ai un logiciel et je considère que mon logiciel répond aux exigences du Ségur. Ces exigences, évidemment, sont décrites dans des documents qui sont des documents accessibles sur le site internet de l'agence. Donc il rentre dans un processus de référencement. À la fin de ce processus, il est référencé et grâce à ce tampon national, peut proposer à ses clients une version Ségur. Le client commande cette version avec un devis à 0 parce que l'État, encore une fois, finance l'éditeur. L'éditeur reçoit ce financement et déploie la version Ségur qui rentre dans le périmètre fonctionnel qui a été décrit pendant nos présentations. Ça, c'est pour le financement à l'équipement. Pour le financement à l'usage, donc dédié au monde du sanitaire, des hôpitaux, vous avez la possibilité pour ces hôpitaux de pouvoir toucher de l'argent en fonction de cibles qui sont décrites dans des instructions ministérielles, leur permettant donc du coup de pouvoir accompagner leur établissement dans cette transformation numérique. Donc les deux dispositifs sont certes indépendants mais complètement complémentaires. On peut atteindre des cibles d'usage sans pouvoir acquérir une version référencée, mais tout autant intéressant pour l'établissement de pouvoir être financé sur ces logiciels qui sont référencés et pouvoir atteindre ces cibles d'usage. Donc le Ségur, c'est certes de l'argent, mais c'est aussi des référentiels. C'est tout un mécanisme qui s'enchaîne au travers de différentes actions et du national et des régions pour justement accélérer cette feuille de route qu'on a décrite tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait compléter? C'est clair. Je n'ai pas évoqué le médico-social en revanche. Voilà un peu ce que vous avez compris du Ségur qui est vraiment... Pardon. Voilà ce qu'est dans le Ségur qui est vraiment l'accélérateur de ce virage numérique en santé. Excusez-moi, j'ai oublié le monde médico-social évidemment, parce que le Ségur aussi accompagne le monde médico-social au travers d'un autre programme qui s'appelle le SMS numérique, avec l'enveloppe que j'ai citée tout à l'heure, mais évidemment, au travers de tout ce que je viens de dire, il y a aussi l'accompagnement très marqué du monde médico-social, aussi grâce au Ségur. Voilà. Pardonnez-moi. Donc il faut bien comprendre que le numérique en santé, ce n'est pas seulement le sanitaire, mais c'est aussi le médico-sanitaire et social. Donc il y a vraiment ces deux bras qu'il faut voir de ce point. L'autre point qu'on aimerait aussi, nous sommes ici dans une université où il y a beaucoup de formations d'enseignement. On aimerait un peu vous parler de formation, de recherche et d'innovation. Quand vous avez présenté un peu la feuille de route, on avait vu qu'il y avait quand même une orientation où il y avait de la formation et de l'innovation. Mais on aimerait vous demander plus concrètement comment cela va se passer et quelles vont être les articulations avec les universités et l'enseignement supérieur en général dans ces orientations de formation du numérique en santé. Alors je vais tenter un début de réponse qui sera certainement incomplète. Il y a déjà nativement dans le champ de la santé et de l'innovation donc tous les financements dits mairie. Donc tout ce qui est donc recherche, innovation dans le champ de la santé qui relève pour le coup du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc on n'est pas là dans le champ de compétences de l'Agence régionale de santé ou même de l'ANS. Ce qu'on voit apparaître, c'est de plus en plus, l'émergence de plus en plus massive du numérique dans les projets de type mairie, y compris qu'il faut intervenir de l'intelligence artificielle ou en tout cas des logiciels dits apprenants dans le champ de la santé. Donc ça, c'est la partie du numérique en santé qui n'a pas vraiment besoin de nous, en l'occurrence, qui avancera d'une manière ou d'une autre et pour laquelle l'apport de la feuille de route, c'est d'offrir un cadre ou en tout cas
de faire en sorte que ces développements respectent donc les couches basses de sécurité, d'interopérabilité. L'autre élément, c'est qu'on voit assez spontanément que cette accélération du numérique en santé va faire émerger de nouveaux métiers, ne serait-ce que l'accompagnement des personnes les plus éloignées du numérique aujourd'hui. Pour une partie de ces personnes, il y a vraiment des métiers émergents avec des notions enfin, quelque part de certification et d'éthique, parce que si ce n'est pas moi qui accompagne ma petite maman dans la prise en main de son espace numérique de santé, c'est-à-dire que ce sera un tiers qui verra son historique médical. Il vaudrait mieux que ce tiers ait quelques formations en matière d'éthique, sinon on court au devant de quelques catastrophes. Vous voyez, donc, voilà, spontanément, les deux piliers que je vois émerger, l'un qui, encore une fois, suit son cours naturel, mais qu'il faut canaliser, et l'autre qui est devant nous et qu'il va falloir accompagner. Et là, on retrouve un peu ce que vous avez dit un peu en présentant un peu l'écosystème, Monsieur Thieubade, c'est-à-dire un peu cette interministérialité qui existe, que ce soit au ministère de l'enseignement, de l'innovation, que ce soit au ministère des Affaires sociales, ce qui permet vraiment de dire que là aussi, il y aura des ponts qui devront se faire. On sait actuellement il y a le DU e-santé qui est de Lyon 3, qui est plutôt aspect de développement des startups. Mais il y a aussi d'autres DUI qui est sur l'éthique du numérique en santé. Il y a des formations universitaires qui se développent dans ça. Mais vous dites aussi, c'est là où il faudra maintenant voir concrètement par rapport à cette feuille de route, avec ces nouveaux métiers, comment les former. Et il y a aussi l'autre partie, je vous laisse la parole tout de suite, monsieur Pelé, c'est cette partie dont vous avez parlé, c'est de dire comment former tous ceux qui sont là dans l'établissement, que ce soit au niveau seulement de l'utilisation des nouveaux logiciels ou seulement la compréhension de toute cette réglementation. C'est la formation continue, la formation initiale. Monsieur Pelé. Je partage vraiment l'idée qu'il y a des nouveaux métiers ou des métiers en émergence sur lesquels il y aura de nouveaux besoins. Après, il ne faudrait pas oublier non plus que sur tous les métiers du numérique en santé, au sens plus classique du terme, que ce soit les métiers du développement, de l'interopérabilité, de la sécurité, je ne connais pas une seule structure, qu'elle soit du monde public, parapublic ou privé, qui arrive à recruter facilement aujourd'hui. Donc pour moi, il y a les formations de demain et il y a les formations d'aujourd'hui et les besoins immenses à couvrir. Merci. Et il y a aussi dans les rencontres qu'il y a souvent dans la région, il y avait eu l'idée régionale de la tour de l'innovation, numérique. Et on sait aussi que demain, c'est-à-dire demain, dans 10 jours, c'est-à-dire le 14 décembre, va être inauguré le Paris Santé. Comment voyez-vous cette articulation-là entre le Paris Santé, qui est plutôt un projet national, et l'idée de la tour de l'innovation, qui est plutôt un projet de Auvergne-Rhône-Alpes? Je connais mal la tour. Le parlais tour. de Paris Santé. Ouais. Alors, c'est compliqué de répondre à votre question parce que... Désolé. Non, mais enfin, elle est légitime, hein, mais c'est compliqué parce que nous sommes les uns et les autres limités par notre champ de compétences. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui concerne l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, elle a un champ de compétences qui est défini, et entre autres choses, à l'exception des projets qui relèvent de l'article 51, donc je ne sais plus quelle année la loi de financement de la sécurité sociale. L'article 51, en gros, ce sont des projets qui vont déroger aux règles de prise en charge par l'assurance maladie parce qu'ils apportent une innovation dans la prise en charge qui n'était pas prévue dans le cadre actuel. Et donc, à l'exception donc, de l'instruction de ces articles 51, et lorsqu'ils sont labellisés, ils sont financés, et donc de leur accompagnement, leur suivi, leur évaluation,
on n'a pas de champ de compétences dans l'innovation. Donc on est pour le coup, si je devais vous répondre, je m'avancerais sur un terrain qui n'est pas le mien. Pour autant, dans le champ de compétences qui est celui de l'agence en matière de numérique en santé, encore une fois, je crois qu'on a passé l'après-midi à l'expliquer, notre boulot consiste à accompagner les acteurs dans un cadre fixé par la feuille de route nationale. Et rien que ça, il y a de quoi nous occuper pendant plusieurs vies. Avec le Ségur et donc l'ambition de démultiplier les échanges de données informatisées donc, entre acteurs autour d'un patient, là aussi, il y a de quoi nous occuper pendant plusieurs vies. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que à l'intérieur de ce champ, quelque part un peu restreint, même s'il paraît un peu étriqué par rapport au champ des possibles rendus par le numérique, on voit arriver des pépites ou des choses qu'on n'avait pas imaginées et qu'il va falloir prendre en compte, rien qu'en restant dans notre champ de compétences. Peut-être pour compléter, effectivement, le champ de l'innovation est adressé de toute façon par nature au travers de l'e-santé parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc évidemment, des expérimentations fleurissent. Il faut en revanche les accompagner. Laurent Gendard a effectivement raison de rappeler qu'il existe un cadre sur lequel il faut s'appuyer, mais même ce cadre contraint n'empêche pas les innovations et je dirais l'intelligence collective de s'exprimer. On le retrouve au travers du programme Structure 3.0 que le national a accompagné. On a pu voir effectivement un certain nombre de choses qui ont pu être portées par un certain nombre d'industriels. On l'a vu vendredi dernier à la remise des talents e-santé avec bon nombre d'initiatives saluées par l'ensemble des acteurs. On le voit demain avec l'inauguration de Paris Santé Campus, vous l'avez rappelé, qui va être une belle maison où l'innovation va devoir s'exprimer en mutualisant, j'emploie le mot intelligence collective, c'est ça l'idée de Paris Santé Campus, c'est mettre dans un même lieu l'ensemble des acteurs qui puissent apporter des réponses à ces problématiques santé qu'on observe aujourd'hui. Donc finalement, je ne sais pas si c'est la réponse ou c'est une réponse à votre question, mais l'idée c'est de pouvoir collaborer de manière intelligente et dynamique autour de ces sujets-là pour pouvoir effectivement trouver des réponses qui soient adaptées à la prise en charge patient de demain, d'aujourd'hui et de demain. Merci. Voilà, on a fait le tour de table sur les points qu'on voulait. Est-ce que vous avez, j'espère que vous ne dormez pas encore, hein, parce que mon espace santé, c'est à partir du 1er janvier. Hein. Au moins, il faudrait être au courant. Voilà, est-ce que vous avez des questions dont on a le temps maintenant de prendre quelques questions? Merci. Oui, ma question est de nature managériale. Le déploiement va se faire par filière, l'hôpital, le médecin de ville, etc. Comment faire en sorte que, les demandes étant sans doute très spécifiques, on n'arrive pas à des silos? Et puis question qui est un peu liée, c'est la télémédecine. Alors pas dans les exemples que vous avez pris, mais la télémédecine, on peut l'avoir aussi en transverse, où ça va impliquer le médecin de ville, le médecin d'hôpital, pourquoi pas les infirmières de ville, etc. Voilà. Alors comment faire en sorte justement de jouer sur cette transversalité alors que c'est organisé par filière? Alors moi je veux bien démarrer par la première de vos questions là, sur la question des silos par rapport aux professions. En fait, je parlais d'évolution ou de révolution. Pour moi, le caractère particulier de la démarche initiée par l'État, c'est qu'elle crée une forme d'unité de temps sur la thématique qu'on a à traiter. Ce qui est jusqu'ici a toujours été, à mon sens, ce qui nous a manqué. Alors qu'on a eu des initiatives auprès des éditeurs logiciels de cabinet, des initiatives auprès du monde des éditeurs hospitaliers. Et là, d'une manière concomitante, tous ces éditeurs, il leur est demandé de bouger, d'évoluer sur un même cadre technique. Pour le coup, qu'on ne peut pas soupçonner d'être sujet à interprétation, parce qu'on a tous vraiment une feuille de route à implémenter strictement de la même manière. Donc l'unité de temps étant réunie, pour nous, la difficulté maintenant, c'est d'aligner les acteurs du monde de la santé, de notre région en l'occurrence, pour qu'ils se préoccupent tous de ce sujet au même moment et qu'ils en comprennent, il y avait cette question de la médiation tout à l'heure, qu'ils en comprennent les enjeux et l'intérêt au-delà des informaticiens ou d'un public averti, disons.
Et ça, à mon sens, il n'y a pas une recette miracle unique. On a vu tout à l'heure qu'on crée une forme d'interdisciplinarité dans SARA, mais au-delà de ça, il n'y a qu'en multipliant les sillons dans différents cadres. On a parlé du COSIS au niveau régional, on parle de SARA, mais il y a des déclinaisons beaucoup plus opérationnelles dans les différents territoires de la région qui existent, qu'on arrivera, à mon sens, à créer cet alignement de planètes. Et après, ce que vous évoquez sur la télémédecine, plus spécifiquement, il est clair, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'enjeu d'accompagner un certain nombre de personnes avec des infirmiers, avec des pharmaciens, que c'est une unité énorme. Et la manière dont on le travaille aujourd'hui, c'est des filières locales, hein, très clairement. On va faire travailler des gens de Voiron avec des gens de Grenoble qui travaillent de concert sur des accompagnements de patients dans tel domaine de soins ou de santé. La difficulté, en fait, elle la chope un cran plus loin, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on aligne les agendas des acteurs et qu'on dise l'infirmier qui passe à telle heure, on espère que ça va facilement se synchroniser avec la disponibilité de la plage de consultation du médecin un tel. Difficulté, un point de crispation que je ne sais pas résoudre d'une manière absolue. Ça fait partie des réflexions qu'on a. Mais donc, pour en rester sur la question managériale, il y a l'intérêt, il y a une forme de travail en collégialité que ces gens-là savent faire, y compris avec nous, et pour autant reste un certain nombre de freins très de Bertrand. L'autre pari, c'est en mettant le patient au centre, et donc avec l'entrepôt de données de son espace santé, c'est qu'il soit lui-même, pour le coup, demandeur que les intervenants autour de lui non seulement se parlent, mais accèdent à un certain nombre ou implémentent un certain nombre de données. Alors c'est un vrai pari, parce que pour le coup, ce qu'on disait en aparté avant le début de cette intervention, c'est que soit effectivement majoritairement les patients s'en emparent et donc ils vont être eux-mêmes prescripteurs quelque part autour des intervenants autour d'eux, soit on rate cette étape-là et on va galérer encore un peu pour coordonner tout ce petit monde. Une question. Vous vous présentez avant. Oui, bonjour Yves Thierry. Effectivement, je suis en formation. Oui, bonjour Yves Thierry. Je suis en formation au DUTN de Lyon, donc diplôme universitaire de transformation numérique. J'avais une question au sujet des data. Vous avez au tout début expliqué que vous alliez récupérer des données, les centraliser, les sécuriser. À quel endroit allez-vous stocker ces données? Ma première question, est-ce que ce sera en France ou ailleurs? Puisque le droit qui s'applique aux données est lié au pays où elles sont stockées. Et deuxième question, avec toutes ces données, il y a possibilité d'en profiter au sens bénéfique du terme, je veux dire les analyser, faire de la prédiction pour la santé, pour les professionnels de la santé, puis les patients. Qui va faire cette analyse? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Je ne connais pas du tout les plans qui sont mis en œuvre, je vais les découvrir là, et je vais m'y intéresser, mais est-ce que c'est déjà quelque chose qui est défini? Ou qui va traiter ces données? Intelligence artificielle? À destination de qui? Est-ce qu'elles vont être vendues? Puisque l'intelligence artificielle fait aussi partie d'un domaine très, très innovant. Donc il y a des entreprises extérieures qui peuvent apporter beaucoup sur le sujet, mais du coup, comment va se faire ce transfert de données et de façon sécurisée? Donc, deux questions, du coup. Merci. Je vais peut-être démarrer. Oui, allez-y. Deux niveaux de réponse. Concernant mon espace santé, les données appartiennent au patient. Le patient sera en capacité d'abord d'accepter ou pas l'ouverture de mon espace santé. Donc il peut s'opposer
à la création automatique de son compte. Tout ça est RGPD compatible, si je puis m'exprimer ainsi. Et les données lui appartiennent. Et il peut lui-même décider à qui sont partagées et exposées ces données. De manière générale, et pour répondre à votre question sur le stockage des données et le lieu de ce stockage, les données sont stockées en France sur des clouds souverains. Donc l'État français est un État souverain et les données sont en France et resteront en France. Parmi les données qui sont exploitables, vous avez des données que vous allez pouvoir récupérer sur ce qu'on appelle le Health Data Hub, le HDH. Les données qui sont remontées dans cet espace HDH sont des données anonymisées et permettront évidemment de faire un peu de recherche. Enfin, tout à l'heure, une recherche qui est apparue sur votre slide, effectivement. Ils pourront être communiqués, donnés, confiés à des industriels, à des chercheurs qui auront à avoir besoin de travailler sur des cohortes, par exemple, et travailler sur des sujets de recherche médicale au travers des données qui sont effectivement récoltées. Donc, deux niveaux de repose en synthèse. Un côté, MS Santé avec les données qui appartiennent aux patients et qui est libre de choisir à qui il les expose. Et de l'autre côté, des données anonymisées qui remontent sur un espace qui est partagé avec des industriels qui en ont besoin pour animer des travaux de recherche. Une très bonne question parce qu'on sait aujourd'hui que dans le numérique, l'or, c'est la donnée. Donc, comme on parlait aussi, le virage numérique, qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est la souveraineté. C'est aussi le mot qui revient souvent dans cette stratégie du numérique en santé, c'est la souveraineté de nos numériques, des outils que nous voulons, de l'utilisation que nous voulons, et où ça va être stocké. Et là, c'est bien dit à toutes les réunions qui existent aujourd'hui. C'est pour dire que les données de santé des Français de ce numérique en santé vont être stockées en France. Ça ne va pas se retrouver chez Google ou chez tous les autres. Excusez-moi de la publicité, mais c'est vraiment un élément important. Un autre élément aussi, c'est la souveraineté du patient. C'est-à-dire que ce sont les données du patient. C'est lui qui choisira ce qu'il va en faire avec une utilisation anonymisée. Et on ne sait pas avec l'innovation ce qui pourra en venir demain, mais c'est lui qui choisira où il voudrait que ces données, et surtout qu'il sera au courant de ce qu'on veut faire de ces données. Voilà, comme je disais, je reprenais seulement ce qu'avait dit M. Turba dans la première partie et ce qu'il a redit. Une autre question? Je me permets de rajouter, parce que je ne l'ai pas dit, c'est important. Monsieur Pelé et Monsieur le gendarme ont parlé de coordination, d'e-parcours, de sujets régionaux. Les données qui sont exposées dans des HDS, des niveaux, des serveurs qui sont à haut niveau de... Enfin, je ne voudrais pas... Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui se fait systématiquement, tu me le confirmes, Bertrand. Peut-être la seule chose qui n'a pas été dite, c'est que l'hébergement des données de santé obéit, au-delà de la question de sa localisation, à un cadre technique qui est extrêmement spécifique. Et donc tout acteur qui veut héberger des données nominatives de santé doit passer un certain nombre de prérequis techniques et une certification. Et donc les entrepôts, il en existe plusieurs, hein. Il y a des opérateurs industriels qui sont certifiés en France, mais ils sont hébergés en France avec un cahier des charges qui est connu de tous et commun. Une autre question? Nous sommes bien dans les temps, mais on peut encore prendre... Ça fonctionne là, vous m'entendez? Oui, ça marche, c'est ce qu'on aurait dit. Donc Fabrice Gallet, je suis de la métropole de Lyon, je suis architecte système d'information et j'ai accompagné quelques projets via des logiciels de santé. Et je connais bien le dossier de l'hébergement de données de santé, donc si vous voulez revenir me voir après, on pourra en reparler. Moi, ma question a été plus générale. Là, on parle de l'e-santé en France, mais moi, la question que je me pose tout de suite derrière, je me dis, mais dans le monde entier, il y a d'autres pays, en fait, qui pareil, hein, font ce virage de la santé vers le numérique. Et sans dire qu'il y en a des meilleurs, des moins bons, c'est pas tellement la question, c'est plutôt quel pays actuellement est intéressant à observer également dans son virage vers le numérique pour la santé. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la France prend la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Et à ce titre, effectivement, des échanges ont pu d'ores et déjà démarrer. Et de facto, on a pu s'apercevoir que certains pays ont pu avancer. Alors, je ne voudrais pas faire de publicité pour des pays amis et européens. Nonobstant, j'ai pu remarquer qu'en Allemagne, par exemple, ou même au Luxembourg, des initiatives très intéressantes étaient menées. Je pense immédiatement au Luxembourg, notamment sur l'identité nationale de santé, où elle est largement déployée. Certes, le pays est beaucoup plus petit, les choses sont certainement plus simples, mais en tout cas, l'initiative qui est portée par ce pays sur l'identité nationale de santé me paraît très pertinente.
Concernant les échanges du volet de synthèse médicale, par exemple, vous savez, ce document qui part du cabinet médical et qui va vers un hôpital, en tout cas qui résume la prise en charge dans le cabinet médical. Je sais qu'il y a des expérimentations très intéressantes également entre la région Occitanie et l'Espagne, avec des échanges sur des formats qui sont des formats européens. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être quelque chose à regarder également. Après, pardonnez-moi, je ne suis pas exhaustif parce que ce sont des choses qui me reviennent ici ou là de mes lectures et de mes réunions. Mais il y a, voilà, au travers des quelques pays que je viens de citer, des initiatives très intéressantes à aller chercher. Mais globalement, on retrouve quand même chez l'ensemble de nos partenaires européens des mêmes préoccupations de sécurité, d'interopérabilité et d'échange fluide des informations de santé. Pour compléter, en fait, on ne peut pas décorréler l'avancée du numérique en santé du système de protection sociale en réalité. Donc ça influence énormément. Par contre, la brique de base qu'on retrouve partout, c'est la notion d'identification du patient, d'identification du professionnel et de la sécurisation des échanges. Ça, on retrouve ça dans chacun des systèmes. Après, c'est l'orientation prise est énormément en fonction du système de protection sociale et de financement en réalité. D'autres questions ? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez prévu en termes de règlement si une fois en fait quelqu'un abuse en fait de ces données-là, parce qu'on sait très bien qu'en fait il y a l'industrie pharmaceutique en fait, que je pense que ça va intéresser. Est-ce que vous avez prévu quelque chose en fait pour ça? Alors, qu'est-ce qu'on va faire des tricheurs? Ou alors Voilà, ceux qui vont devoir voler, parce qu'il faut y arriver. Pour le coup, la question que vous posez dépasse largement le cadre de vos trois intervenants. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une approche régionale ou même d'un opérateur de type agence du numérique en santé. En réalité, ce que ça réinterroge, c'est notre armement donc en termes de réglementation et de sanctions pénales. Donc c'est retour aux fondamentaux, hein, la CNIL, le RGPD et toutes les sanctions pénales prévues aujourd'hui en matière d'action en justice. Là, je veux dire, on n'est plus dans le cadre qui est le nôtre, on est dans celui du législateur. Et peut-être pour compléter sur le volet opérationnel, on voit que mon espace santé, c'est ce que Jean-Christophe disait, c'est avant tout l'espace du patient. Donc déjà, les données lui reviennent et nous sommes maîtres de ce qu'on décide de partager ou pas, en définitive avec des tiers. Et quand bien même on déciderait à terme de partager ces données avec une application numérique X ou Y qui serait enrôlée dans le magasin d'applications de mon espace santé, chaque application devra elle-même passer sous les fourches codines d'un cahier des charges éthique, technique. Donc ce n'est pas n'importe qui va avoir voix au chapitre de mon espace santé. Donc pour moi, c'est un deuxième niveau de protection. C'est je décide, alors déjà 0, je dispose de mes données, ce qui est quand même fondamental. 2, je décide de les partager ou pas. Et 3, si je le fais, je ne le ferai qu'avec des applications de confiance. Et donc ça résoudra peut-être pas tout, mais c'est déjà un ensemble de prérequis qui devrait éliminer pas mal de risques. Après, vous pouvez prendre toutes les mesures de protection possibles. Vous n'empêcherez pas un cambriolage. Là, on rentre de plein pied dans l'action pénale. Une autre question? Moi, j'avais peut-être une question. Marie-Claire? Moi, j'avais une question concernant le dossier médical partagé. Donc, pour les enfants, ça va se passer comment? Qui aura le droit de regard au niveau des parents en cas de conflit au niveau des parents, etc. Et à la majorité, comment ça va se passer? Alors, sur mon espace santé, les mineurs sont positionnés dans le compte des parents. Donc vous êtes parent, vous accédez à mon espace santé,
Vous le verrez lorsque vous y aurez accès, vous avez un petit menu et vous pouvez choisir le dossier de votre enfant. Et c'est valable pour le papa et pour la maman. Concernant les sujets que vous avez évoqués rapidement de séparation ou de difficultés par exemple parentales, là la décision revient à un juge et les choses s'appliqueront en fonction de la décision de justice. Et une fois majeur, l'enfant sera décroché par des mots de terme, décroché sur mon espace santé et aura accès à ses propres données sans que le parent y ait accès directement, mais uniquement à sa majorité. Alors, aujourd'hui, donc mon espace santé n'existe pas encore, mais en termes tout simplement de couverture maladie, c'est déjà le cas. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ma fille était mon ayant droit, et puis un jour elle a eu 18 ans et j'ai plus accès à... Ce qui est normal. Et donc on l'a accompagnée pour qu'elle ait son compte Amélie, sa carte vitale, et puis elle fait sa vie. Et, ce sera pareil. D'autres questions? Bonjour. C'est bon. Donc, vous parlez d'innovation et tout. Donc, moi, je pense que les GAFA, pourquoi ne pas s'allier avec eux? Parce que je pense que tous ces efforts, vous allez être dépassés à un moment donné. Parce que je sais que dernièrement, le gouvernement a mis 2 milliards d'euros pour les logiciels et tout. Mais eux, ils ont un budget énorme, donc qui équivaut à des budgets d'État. Donc pourquoi ne pas s'allier avec eux, comme ils ont fait dernièrement avec les vaccins. Donc certains gouvernements, donc ils ont fait des, on va dire, pour avoir des vaccins, donc ils ont signé des conventions pour ne pas. Je ne vais pas développer sur le vaccin parce qu'on va s'échapper. Donc je dis pourquoi vous n'allez pas avec les GAFA, on va dire, parce qu'ils ont une question d'innovation, ils sont vraiment loin. Donc, et là, ils ont des projets énormes dans ce sens de la e-santé. Donc, pourquoi se priver de cette chance? Pour moi, je la vois comme ça, parce qu'à un moment donné, parce que vous parlez de déploiement de Internet et tout. Moi, dernièrement, j'étais dans l'Ariège, donc ça, des endroits, ça ne capte pas. Donc, si moi, j'ai une offre qui vient de leur part, je vais opter pour ça. Donc, je ne vais pas vous attendre les bacs. Vous voyez un peu. Pourquoi ne pas s'allier avec les GAFA? Je pense que vous avez commencé Alors, à répondre déjà. Moi, je pense que pour mettre tout le monde à l'aise, je peux répondre en tant que citoyen plutôt qu'en tant que représentant de ma structure ou d'être porte-voix de qui que ce soit d'autre. À titre personnel, je ne suis pas un grand stressé de ce qui est fait de mes données de santé, mais en revanche, je vois très bien ce que peut induire tel ou tel appairage de données ou collecte de mes données lorsque je fais une navigation Internet sur Google, ce que je retrouve en matière de publicité. Et donc, je ne suis pas dupe du fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Et lorsqu'il s'agit de données de santé ou de celles de mes enfants, j'ai aucun doute personnellement sur le fait que j'ai envie qu'elles soient ailleurs. Et que si j'ai envie de les partager avec un tiers, que ce soit un professionnel de santé ou un autre, j'ai envie que ça soit de mon ressort. Voilà. Donc moi, en tant que citoyen, toujours, j'ai vraiment aucun débat ni état d'âme sur le fait que mes données elles soient entreposées ailleurs que chez un GAFA. Qu'après, des innovations complémentaires puissent être proposées par des GAFA et que je décide ou pas à ce moment-là de partager mes données, ben, je verrai bien, mais ça me regarde plus tard. Voilà ma vision. Pour compléter, aussi bien Jean-Christophe qui pourra d'ailleurs s'exprimer librement sur le sujet. Moi, je suis salarié d'un opérateur de l'État. Mon boulot, c'est de déployer une politique publique dans une région. Je n'ai pas le loisir de choisir les options qui sont celles choisies par l'État. D'accord ? Donc, voilà, c'est mon boulot. Je suis en phase avec mes collègues. Voilà. C'est sur cette réponse collégiale où nous sommes tous les trois en phase que nous allons clore cette conférence sur la e-santé. Marie-Claire, je pense que tu veux venir dire un mot pour remercier et tu termineras. Mais moi, je voudrais encore vraiment remercier M. Laurent Legenda. Merci vraiment d'être venu. Merci pour toutes vos réponses,
votre patience, de votre synthèse, de nous avoir permis d'être dans le temps. Monsieur Jean-Christophe Turbat, merci à vous aussi de nous avoir apporté des informations nationales et de nous avoir permis d'échanger ici. Et à monsieur Bertrand Pelé, merci de nous avoir ramené des choses vraiment du quotidien pour dire voilà comment les choses se passent et comment elles vont se passer chez nous. Des choses aussi concrètes et surtout les choses rassurantes. Merci aussi à vous tous vraiment pour, comme on dit maintenant dans le virage numérique, de votre humanité et de votre, qu'est-ce qu'il dit souvent, de votre citoyenneté, c'est le mot qu'on utilise maintenant là-bas, et de la souveraineté que nous voulons tous, que notre santé soit d'abord souveraine pour nous tous ici. Donc on voudrait vraiment vous remercier pour tout cela au nom du District Campus. Et vous dire, peut-être que ça vous a rappelé un peu des années en arrière quand vous étiez étudiant, mais que je pense qu'ils sont contents de vous voir ici. Certains n'auraient pas eu l'occasion de vous voir dans l'autre lieu. Et c'est pour ça que nous vous remercions d'être venus au plus près d'être venus dans cette maison des étudiants. Merci encore à vous. Et ça fait partie du déploiement du numérique en santé de venir expliquer à ceux qui ne sont pas des professionnels de santé ou qui le seront demain, mais qu'on est su, ils sont des citoyens du numérique en santé aujourd'hui. Merci encore à vous. Marie-Claire. Merci. Oui. Je vous remercie également au nom de l'Université de Lyon et de la métropole de Lyon d'avoir participé à cette conférence qui était destinée à tous et aussi à nos étudiants qui sont présents. Merci bien et on mettra à disposition de ceux qui le souhaitent les supports qui ont été gentiment partagés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci.